Si on se souvient, au cours des dernières émissions, nous avons discuté de la définition d'un proche aidant. On a abordé le thème « Se reconnaître comme proche aidant » et quel est notre rôle. On a aussi abordé un thème qui semble important, c'est celui de demander de l'aide. Et enfin, on a abordé la reconnaissance gouvernementale du proche aidant, qu'est-ce que ça pourrait donner et les informations qu'on a livrées vous l'ont été livrées à partir des organismes, à partir de personnes qui sont impliquées dans Port-Neuf. Et on a aussi décrit les services qui étaient disponibles dans Port-Neuf. On a pensé organiser une table ronde qui va mettre en présence des gens qui ont accepté de partager avec nous leur expérience de proche aidant. Cette émission va sûrement vous aider à compléter l'information qu'on vous a déjà livrée et on va aussi viser comme objectif de briser peut-être l'isolement qui est peut-être propre aux proches aidants qui œuvrent au jour le jour là, près de leurs personnes aidées. Alors, je m'empresse tout de suite de vous présenter 5 personnes de Port-Neuf qui ont accepté de venir partager avec nous leur expérience. Alors, je vous présente d'abord Mme Lucille Fortin. Bonsoir. Bonsoir. Mme Lise Dion. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jean-Guy Jobin. Bonsoir. Mme Esther Leblanc. Bonsoir. Et Mme Solange Fortin. Bonsoir. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Je crois qu'on nous aurons une belle discussion. Et sans plus tarder, je m'empresse de commencer à demander à Mme Lucille Fortin, ça a été quoi son expérience là, de proche aidante? Premièrement, moi, j'ai hésité beaucoup avant de demander de l'aide parce que je n'étais pas au courant Qu'il existait de l'aide? qu'il existait de l'aide. Bon. Et vous vous êtes occupé... De mon mari. Bon. Et pendant combien de temps? 4 ans avant d'avoir de l'aide. 4 ans avant d'avoir de l'aide. Oui. Alors, on retient cette situation-là. On va peut-être voir tout à l'heure que ça va nous servir. Vous, Mme Dion, votre situation de proche aidante peut se qualifier comment? Moi, c'est mon mari. Il a eu un diagnostic d'Alzheimer à 59 ans. Je l'ai gardé à la maison durant 4 ans et maintenant, il est en centre d'hébergement. Alors, votre mari avait 59 ans. 59 ans, oui. Bon. Vous, M. Jobin, votre expérience proche aidant, c'est? C'est moi, mon expérience, c'est que j'ai trouvé ma femme tombée en bas de son lit, elle avait fait un ACV. Ah bon? Puis elle avait commencé à faire de l'Alzheimer 1 an avant, un petit peu, là, posait plusieurs questions par jour. Et puis, elle est obligée de rester dans un centre de CHSLD, là. Ça ne peut plus revenir à la maison. Bon. Vous vous êtes occupé d'elle à la maison pendant combien de temps? Oh, moi, quand elle est allée, elle a fait son ACV, ça a été direct à un CHSLD. L'hôpital, puis après, c'est un CHSLD. Mais j'ose penser que vous l'avez accompagnée, même si elle était au CHSLD. Ça fait 32 mois, monsieur, puis je vous vois 3 fois par semaine. Bon. Alors, on retient ça, on va en reparler. Madame Leblanc, Madame Esther Leblanc, vous, votre expérience, c'est? Actuellement, c'est ma mère qui vit avec moi dans un appartement et elle a 102 ans. Elle a 102 ans? Elle a 102 ans. Et ça fait au moins 10 à 12 ans que je m'occupe d'elle. Au début, bien sûr, c'était progressif. Je ne me considérais pas proche aidante. Mais depuis 6 ans qu'elle habite avec moi, là, c'est vraiment une relation de proche aidant. Et ça demande de plus en plus. Parce que plus elle vieillit, moi, je peux la laisser seule et ainsi de suite. Alors, on revient aussi sur ce cas-là. Vous, Madame Solange Fortin, votre expérience de proche aidante, c'est? Oui. J'avais déjà eu une expérience avec mon frère qui avait un cancer en phase terminale.
Je l'ai gardé jusqu'à la fin à la maison. Et puis maintenant, c'est au tour de ma mère, qui a 92 ans, qui est en perte d'autonomie depuis 1 an. Ah bon. Et vous vous occupez d'elle. Est-ce qu'elle demeure avec vous? Oui, ou... elle demeure avec moi, ça fait 5 ans. Bon. Et puis, elle est en perte d'autonomie seulement depuis 1 an. Bon. Mais tout ça nous amène à aborder la fameuse question, vue de votre expérience. Pour vous, c'est quoi être proche aidant par rapport aux proches que vous aidez? Pas qui veut briser la glace, là? Je pourrais commencer. Bien, c'est certain qu'être proche aidant, c'est mettre sa vie entre parenthèses pour pouvoir s'occuper d'une personne qu'on aime, qu'on veut lui consacrer du temps. Comme ma mère à 92 ans, c'est certain que, j'espère qu'elle va vivre jusqu'à 102 ans comme la mère de madame, c'est certain. Mais pour essayer d'adoucir un peu ces derniers jours. Donc pour vous, l'engagement que vous avez pris, c'est un engagement qui est en relation là, avec oui. mère-fille. Oui. Et évidemment, c'est avec les personnes qu'on aime. C'est ça. Et bon. Est-ce que dans le rôle de proche aidant, quelqu'un, dans le rôle ou dans la définition de ce qu'est un proche aidant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose? Oui, M. Jobin? Oh, moi. C'est de vivre tout seul. Puis là, faire le travail qu'il faut faire à la maison, là. C'est ça qui a été là, le plus difficile pour moi. Puis de la laisser là au centre. Quand je vais la voir, puis je reviens chez moi, là, c'est de la laisser là tout seul au centre. Ça, c'est pas drôle. C'est quoi, t'arrives à la maison, t'es tout seul. Bon. T'es pas là. Donc, ça implique pour vous des conditions de vie différentes. Mais présentement, là, quel rôle vous jouez auprès de votre conjointe? Le rôle que je joue dans le moment, c'est d'aller la voir. OK. L'accompagner. L'accompagner là-dedans, dans sa maladie. C'est le seul rôle que je joue. Oui, Mme Leblanc, vous voulez ajouter? J'ajouterais, moi, qu'on pense souvent que la proche aidante ou le proche aidant, il peut se fier sur de l'aide de ses proches, des frères, des sœurs. Dans mon cas, je suis fille unique. Ah bon? Alors, ça rend encore plus lourd l'approche. J'ai pas de choix. Je l'ai accepté, je l'ai assumé, mais je peux pas dire, mon frère ou ma sœur va prendre la relève pendant un certain temps. On va partager ensemble cette dimension-là. Je l'assume vraiment toute seule. Puis ça, je trouve ça lourd. Donc, moi, ça m'amène... Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Mme Fortin? C'est qu'au début, on ne pense pas d'être un proche aidant parce que c'est notre mari. Ah bon? Mais... Donc, la définition de proche aidant comme telle, faut l'entendre de l'extérieur un peu, parce que quand on est dans une relation avec son mari et qu'on s'en occupe, on ne voit pas la nécessité de se définir comme proche aidant. Non, c'est seulement qu'avec le temps, c'est du 24 heures sur 24, là. Mais, oui, Mme Dion. Contrairement aux autres personnes ici, je me suis reconnue tout de suite comme proche aidante. Ah oui? Oui, je me suis dit, dès que j'ai su le diagnostic, je me suis dit, il faut que je l'accompagne dans sa maladie. Évidemment, il y a tous les deuils à vivre jour après jour, mais je suis allée chercher de l'aide directement à la Société d'Alzheimer. Je suis allée faire une formation. 2-3 jours après d'avoir reçu le diagnostic, j'ai téléphoné à la Société d'Alzheimer. Donc, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui existait de ce côté-là, qu'il y avait de la formation, puis qu'il y avait des ateliers pour les personnes malades. Pour les autres participants à notre panel, le fait, là, on s'est dit là, qu'on ne s'est pas reconnu tout de suite comme proche aidant, contrairement à votre expérience. Est-ce que ça aurait été utile dans le début de votre relation aidant-aidé d'avoir plus d'informations sur le rôle que vous auriez à jouer, que vous auriez eu de la formation? Monsieur Jobin?
Vous avez... C'est drôle comment c'est arrivé chez nous. Moi, il y a un de mes amis qui me dit un an ou deux avant, il dit, Jean-Guy, il dit, on part les proches aidants de la région de Portneuf, on part un groupe pour ça. Puis il dit, tu aimerais ça que tu te vois avec nous autres sur le comité. Fait que j'ai embarqué là-dedans. Parce qu'il dit, ta femme, elle commence à faire de l'Alzheimer, puis ça va être important pour toi. Puis quand c'est arrivé cette affaire-là, là, j'étais au courant que je savais où aller pour trouver les ressources. Donc, là, vraiment, c'était correct. J'aimais ça parce que je savais où aller. J'ai pas eu besoin de courir ici et là. Pour les autres, est-ce que c'est la même chose? Non, moi, c'est très différent. Ça faisait 1 an que je cherchais, je questionnais le système, le CLSC. J'avais pas vraiment d'endroit et de ressources. Et un jour, en lisant le journal, je vois un petit encart sur les proches aidants, l'association de proches aidants, en relation avec le répit. Et c'était la subvention donnée pour du répit à domicile. Et là, j'ai dit, enfin, je trouve une réponse, parce que ça, c'était un besoin. Donc, j'ai appelé à l'association et depuis, je me suis impliquée et de plus en plus. Mais c'est un hasard qui m'a amené à trouver ça. Puis ça faisait au moins 6 mois que je cherchais. Alors, en 2008, mon conjoint a eu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Je me doutais depuis 2 ans à peu près, mais tant qu'on n'a pas le diagnostic, on n'est pas certain de rien et on espère toujours. On a pris notre retraite quand même assez jeune. Mon mari a maintenant 64 ans. Il a eu son diagnostic à 59 ans. On prévoyait faire une retraite, faire des voyages, profiter de nos petits-enfants et profiter de la vie également, faire des petites sorties, des activités, voir des amis. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Alors, ce sont des deuils qu'on doit faire à tous les jours, des deuils de ses capacités cognitives, le deuil de perdre son permis de conduire, le deuil d'aller souper avec des amis parce que, évidemment, il devait se coucher très tôt étant donné la fatigue qui l'accablait. Alors, c'est pas nécessairement une vie que j'espérais. C'est sûr que j'ai trouvé ça très difficile. Les activités, les soupers au restaurant, il n'y en était plus question. Il y a plusieurs personnes de notre entourage qu'on n'a pas vues depuis quelques années. Les gens, au début, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'empathie. Mais par contre, on a vu au fil des années qui se sont éloignés. J'ai trouvé ça quand même, comme je l'ai dit, encore très difficile. Mon mari a été à la maison durant 4 ans et en janvier dernier, j'ai dû le placer par la force des choses en centre d'hébergement. Évidemment, l'adaptation a été assez difficile parce qu'étant donné son jeune âge, il n'a que 64 ans, il est avec des personnes de 80 ans et plus. Donc, l'adaptation a été aussi difficile pour moi de le voir avec des personnes qui sont plus démunies physiquement. Lui, physiquement, il est quand même en forme, mais c'est au point de vue cognitif, je vous dirais qu'il est pratiquement à la même égalité, sinon plus que les autres résidents qui sont dans ce centre d'hébergement. Donc, on peut penser que la série d'émissions qu'on est à compléter pourra éventuellement servir à des personnes qui sont chez elles actuellement et qui ne se sont pas encore définies comme proches aidants. Donc, on continue. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Mme Fortin? C'est que moi, c'est une amie qui m'a invité à aller au souper des proches aidants. Ah oui? Parce que je savais même pas que ça existait. De toute façon, je n'avais pas cherché non plus. Puis là, j'ai trouvé réponse. Et ça nous amène peut-être à toucher un autre point qui semble être partagé par plusieurs proches aidants. D'abord, c'est celui de se reconnaître comme proche aidant. Est-ce que vous partagez là, cette petite affirmation où on dit « c'est difficile de se reconnaître comme proche aidant puis de demander de l'aide ». Oui. Comment vous réagissez? Oui, c'est
très difficile parce qu'on se dit toujours je suis capable. Jusqu'à temps que tu deviennes épuisé. Et rendu à l'épuisement, là, vous... Oui, là, rouge. mais ce qu'on a dit un peu plus tôt, c'est que quand vous êtes épuisé, mais encore là, on ne sait pas trop où s'adresser, j'imagine, pour avoir de l'aide. Non. N'est-ce pas? Est-ce que c'est une expérience que vous avez partagée, ça? Oui. Oui, parce que là, quand on m'a amené au souper, j'ai vu que j'étais pas seule dans ce cas-là. Puis j'ai rencontré des ressources. Et là, ça a été la différence. Oui, ça a été le début de... C'est ça. Les soupers des proches aidants, ça aide beaucoup les gens à se renseigner. On a des conférencières qui viennent et puis qui disent quel chemin prendre pour ces personnes-là. C'est très intéressant. C'est ça. C'est intéressant de savoir qu'il y a une association, parce que je ne le savais pas. Même, je ne le savais pas. J'ai resté surprise quand vous m'en avez parlé tout à l'heure. C'est certain, moi, comme Mme Fortin, je passe de superwoman à super fatiguée. Puis là, je m'en vais d'urgence au CLSC pour demander de l'aide parce que je voyais la vie complètement... J'étais déboussolée, complètement déboussolée. Complètement dépassée. Oui, par les événements, ressources. c'est ça. Puis c'est là qu'on nous met au courant. Hein? Oui. Parce que quand on est capable de venir dans des soupers comme ça, tous les gens communiquent ensemble et puis on a les ressources là, pour aller s'informer. Et puis il ne faut pas attendre que les deux, on soit malades. Parce qu'à ce moment-là, ça devient grave. Donc, ce que vous semblez dire, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, c'est l'étincelle qui vous amène à vous reconnaître comme proche aidant et aussi aller demander de l'aide, c'est quand vous vivez une situation là, d'épuisement, à bout de ressources. Oui. Mais à partir de votre expérience, là, est-ce qu'il y aurait eu moyen de faire autrement? C'est-à-dire de ne pas attendre que vous soyez rendu au bout du rouleau, selon l'expression, là, avant de demander de l'aide? Oui, si je l'avais su au début, je l'aurais demandé tout de suite. Parce que j'aurais pas attendu. C'était du 24 heures sur 24. On a beau avoir des enfants, mais ils sont pas toujours là. Et dans une situation où, vous demeurez à la maison, vous êtes de plus en plus accaparé par votre rôle, le rôle que vous décidez de vous donner. Vous n'êtes pas trop au courant s'il y a de l'aide qui existe. Est-ce que pour vous, c'est important que votre environnement immédiat connaisse votre situation? Dans un témoignage qui a été amené à un moment donné, on disait le voisinage peut, à un moment donné, nous aider aussi. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça, que vos voisins sachent un peu dans quelle situation vous êtes et aussi la personne que vous aidez. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit à mes voisins, je l'ai dit à mon entourage, je l'ai dit à mes amis, que mon mari était atteint de la maladie d'Alzheimer. Et je me suis dit, un jour, s'il se perd, plus il va y avoir de gens qui vont le connaître, plus j'ai de chances qu'il le ramène à la maison aussi. OK. Puis, je vivais très bien, très, très bien avec ça. J'avais aucune gêne. Je me sentais très à l'aise. Je me disais, c'est une maladie, il n'est pas responsable. Donc, en tout cas, je trouvais que j'allais peut-être être mieux supportée en le disant aux personnes de mon entourage. De votre entourage? Effectivement, oui. Et moi, j'aimerais ajouter que j'ai été chanceux d'avoir mes frères et sœurs. On est donc, 10 la enfants famille dans la immédiate, famille. là. Okay. Puis après ça a passé aux proches aidants. Les proches aidants, je rencontrais des gens, puis ça me faisait du bien. Parce que je pense que si j'avais pas eu ça, je ne serais pas ici ce matin pour vous en parler, ce soir pour vous en parler. Donc, la solidarité familiale, le voisinage, c'est aussi important. Ah, très important. Puis, il ne faut pas hésiter là, à en parler. Oui, Demander de l'aide dès le début. Moi, je l'ai fait avant d'être épuisée, justement. Je me rendais compte que la tâche que j'avais acceptée allait devenir de plus en plus lourde. Et j'ai profité de toutes les tribunes, de toutes les occasions qui m'ont été données pour signaler le besoin d'avoir... moi, ça a été surtout au niveau du répit. Ne pas prendre de vacances.
moi qui étais une rôdeuse, qui aimait voyager, faire des grands voyages et tout ça, j'avais tout mis ça entre parenthèses. Puis, maman est en très bonne santé, lucide. Alors, je voyais que maman est partie pour vivre jusqu'à 105, 106, 110 peut-être, si elle n'a pas de chute ou d'accident quelconque. Alors, je me suis dit, il faut absolument que je fasse moi-même une démarche, que je signale mes besoins. J'ai commencé par ma famille immédiate, mes enfants, parce que je n'ai pas de frères et sœurs, mais mes enfants, mes amis proches, les gens avec qui j'étais. Et lors d'une fête, justement, du 100e anniversaire de maman, où on a réuni pour l'occasion au-dessus de 125 personnes, lorsque j'ai remercié ces gens-là d'être venus, je leur ai parlé de ce besoin. D'avoir de l'aide. Et j'ai arrivé avec des choses très concrètes. Okay. Une petite vacance d'une fin de semaine, que je puisse partir et que maman soit bien avec des gens qu'elle connaît puis qu'elle aime et que moi, je ne sois pas inquiète. Ma mère, qui est âgée de 92 ans, demeure avec moi. Et puis, c'est tout récent qu'elle est en perte d'autonomie parce qu'avant, elle était très en forme. Elle était autonome dans tous ses besoins, autant physiques. Elle prenait son bain toute seule, elle pouvait se servir à manger, même elle aimait cuisiner, nous faire encore ses bons petits plats puis sa bonne tourtière du Lac-Saint-Jean. Fait que c'est certain que suite à une entorse lombaire, sa dégénérescence s'est accentuée terriblement jusqu'au jour où j'ai été épuisée puis je me suis rendue au CLSC. Puis même là, je ne savais pas encore qu'est-ce que j'avais besoin. C'est moi-même qui aurait dû être pris en charge sur tous les aspects. J'étais complètement épuisée. Je ne dormais plus, tout ça. Puis là, quand les services sont arrivés, j'avais de la difficulté à identifier mes besoins. Puis c'est ça que j'aimerais vous parler, donner l'expérience que c'est important de bien cibler nos besoins puis à mesure les écrire. Parce que quand on est proche aidant, puis tout, jour et nuit, on veille à... Ma mère, elle a fait des chutes, puis ça a été difficile pour moi parce que je me disais, c'est sans doute de ma faute. Si ma mère fait une chute, c'est parce que je ne suis pas là pour être continuellement avec. Oui, c'est certain que moi, personnellement, il ne faut pas que je m'oublie dans tout ça pour être heureuse, pour continuer dans mes projets. J'ai toujours j'ai été une personne qui aime beaucoup être active. J'aime faire de la courte pointe, j'aime coudre, j'aime faire toutes sortes de choses aussi manuellement. Puis ces besoins-là, pour moi, ne sont pas comblés. Puis c'est certain qu'avoir une personne ressource qui pourrait venir, pas simplement pour pouvoir sortir quelquefois, mais pour pouvoir consacrer aux choses que j'aime, avoir quelqu'un à domicile, c'est ça que je trouve le plus difficile à demander. Ma famille demeure à l'extérieur. C'est certain que j'ai une belle aide de mon frère, mais quand il a fait 2h30 de route pour venir m'aider, c'est certain que j'hésite à demander de l'aide. Mais je trouve que c'est important de pouvoir accepter l'aide qui nous est offerte pour un répit. En ce moment, ma mère elle a un répit une fois par mois au CHSLD. Puis là, ma semaine, j'en profite au maximum. Ça fait que c'est important d'accepter l'aide qu'on peut nous offrir, de ne pas hésiter à accepter l'aide. Mais est-ce que c'est la situation là, qui est partagée? Parce que il n'y a pas... demander de l'aide, je sais que pour les gars, c'est un peu plus difficile que pour les femmes, demander de l'aide, mais il n'y a pas là un signe d'échec d'être obligé de demander de l'aide. Oui. Comment vous réagissez à ça? C'est certain. C'est certain que pour moi, je le prenais comme ça, que c'est un signe d'échec. Puis mon frère il me disait, bien, n'importe quand, tu peux nous appeler. Comme seulement que quand j'amenais ma mère à l'hôpital, pour pouvoir, bien souvent, elle prenait l'ambulance pour aller, mais
C'était nos propres moyens pour la revenir. OK. Puis mon mari aussi, mon mari aussi a eu des pontages, puis lui-même, il a beaucoup de difficultés. C'est certain que demander de l'aide, c'est terrible. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas attendre qu'on soit au bord de l'épuisement, mais il faut connaître les ressources qu'on a aussi. On ne le sait pas. On va y revenir sur les ressources, mais donc, demander de l'aide, ça peut être un signe d'échec, mais il faut quand même passer par-dessus ça. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose, Mme Fortin? J'ai toujours peur de déranger C'est ça. les gens. Ah bon? Disons, moi, j'ai une belle-sœur qui est toujours prête, qui est toujours là pour nous. Puis j'ai des voisins, très bons voisins aussi. Mais j'hésite toujours parce que j'ai toujours peur de déranger. Puis ce ne sera pas le cas, là. Je sais qu'elle le ferait avec plaisir, là. Est-ce que c'est partagé par d'autres? Moi, Attendez, Mme Dion. C'est la même chose pour moi. J'y pensais 2 fois avant d'appeler mes belles-sœurs ou des amis. J'avais peur de déranger, mais là, je me disais, bon, il faut ce qu'il faut. J'ai un rendez-vous où, bon, c'est important qu'il ne soit pas seul. Mais les gens me disaient, dis-nous, demande-nous. Nous, on veut t'aider, mais on ne sait pas quoi faire. Alors là, je pense que la meilleure chose, c'est de dire, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ah bon? Alors, toi, tu es prête à faire quoi? À garder, à l'amener prendre une marche, à faire quoi au juste? Je pense que c'est la bonne phrase, la bonne question à poser à ceux qui veulent aider, évidemment. Là. Madame Leblanc, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi, je ne l'ai jamais vécu comme un sentiment d'échec. J'avais identifié un besoin et j'ai cru important de faire ma petite recherche et de trouver une réponse à ce besoin. Et un exemple très concret, il y a 2 mois, mon frère est en phase terminale d'un cancer en Gaspésie et je voulais être auprès de lui. J'ai envoyé des courriels à mes ressources. Et j'ai fait le tour des personnes qui m'avaient dit si tu as besoin ou quelque chose. Il y en avait 2 qui étaient encore en Floride. Il y en avait une autre qui se préparait pour un voyage en Europe. Et j'ai eu les réponses des 3. Moi, je pourrais y aller de telle date à telle date. Moi, de telle date à telle date. Et c'est ainsi que j'ai pu, à 3 reprises, laisser maman avec des personnes fiables et partir et être au chevet de mon frère lorsqu'il est décédé. Là, vous venez de dire aussi une autre chose. Vous avez demandé de l'aide, vous avez utilisé les moyens technologiques d'aujourd'hui, des courriels, mais vous avez dit aussi que c'est important d'être capable de se fier à la personne qui va venir vous... Oui. Ça, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est facile de trouver des gens sur qui vous allez pouvoir vous fier pour vous remplacer ou vous donner du répit? Oui, ce serait facile, mais d'en avoir des gens comme ça. Mais personnellement, là, je me demande, est-ce qu'il va être bien? Est-ce qu'il va manquer de quelque chose? Il n'osera peut-être pas demander. Ah bon, la personne aidée, là, est-ce qu'elle va être en bonne relation avec cette personne-là qui vient vous remplacer? Donc, c'est un souci que vous avez. Oui, toujours une inquiétude. Là. Toujours une inquiétude. Moi, je me disais, il faut faire confiance. Il faut que je fasse confiance, sinon je vais être épuisée. Puis déjà, je l'étais pas mal. Même que j'ai fait affaire avec Baluchon Alzheimer. La personne est venue chez nous 4 jours pour le garder à la maison. Je la connaissais pas, je l'avais jamais vue. Je me suis dit, il faut que je fasse confiance à cette personne-là et à la grâce de Dieu. Ça s'est super bien passé. Ça s'est bien passé. Oui. Parce que les proches aidants, dans la région, nous autres, quand la personne va venir pour un souper avec nous autres, puis elle n'est pas capable de trouver de gardienne, on va s'occuper d'en trouver une qui est spécialisée pour garder sa personne. Donc, dans les... Là, vous parlez de l'Association des proches aidants de Portneuf. Lorsqu'il y a une activité puis la personne ne veut pas y aller, donc vous êtes en aide. On peut l'aider à trouver quelqu'un pour venir... Et cette personne-là, on peut se fier dessus. Oui, monsieur. C'est une personne qui est capable de faire ce travail. Le travail. Oui. Bon. Est-ce que c'est une personne bénévole? Est-ce que ça dépend? Ça peut arriver que c'est du bénévolat, puis ça peut arriver qu'on soit obligé de donner des sous pour ça.
ma femme a fait un ACV, puis elle est dans un CHSLD à Pont-Rouge. Oui, moi, j'ai été très satisfait d'eux autres. Parce que quand ma femme a tombé malade, je me suis en allé au CH de Donnacana, j'avais vraiment là, des problèmes. Ça filait pas mon affaire. Ça marchait pas en tout. Puis les gens, le personnel qui était là, m'ont encouragé, puis m'ont parlé, puis comment prendre ça. Puis en tout cas, c'était merveilleux avec eux autres. J'ai très apprécié ça. Puis quand j'ai transféré à Pont-Rouge, ça a été la même chose. Tout le monde, on s'occupe, on est comme une famille, là. C'est ça qui est important pour moi, c'est une famille. Oui, c'est des services, oui, c'est humain. C'est vraiment humain. Le personnel est humain. C'est, tu sais, comment ça va chaque fois que j'arrive là? Comment ça va, M. Jobin? Ça va-tu bien? Puis, ah oui, puis auprès de ma épouse aussi, c'est merveilleux de les voir comment ils peuvent s'occuper d'elle. Je les appelle, je leur dis, ben, hey, écoutons, je vais prendre ma femme à telle heure, je vais l'emmener dîner quelque part au souper. Et elle est prête, puis je viens qu'à la prendre, puis on s'en va au souper, puis on revient, puis on y revient, puis on est toujours bien accueillis quand même. C'est merveilleux. Voilà, on s'est défini un peu comme proche aidant. On a regardé la question, est-ce qu'on doit demander de l'aide ou pas? Je pense qu'on a d'excellentes réponses à venir jusqu'ici. Mais les proches aidants comme tels semblent au niveau régional, semblent au niveau provincial être reconnus socialement. On entend parler de la notion de proche aidant de plus en plus. Maintenant, est-ce que vous considérez, là, dans votre rôle, que vous avez suffisamment d'aide, suffisamment de services, suffisamment d'avantages? À ce moment-là, moi, je veux parler là, de la situation des proches aidants. Moi, il y a une statistique qui m'a renversé. On prend Port-Neuf, là. Il y a 9500 personnes qui sont proches aidants dans Port-Neuf. D'abord, moi, cette première statistique-là, sur 50 000 de population, ça commence à faire du monde. La population 2026 dans Port-Neuf va avoir 52 de la population va avoir 65 ans et plus. Donc, on va être de plus en plus en situation de proche aidant. Et 80 des services donnés aux personnes qui en ont besoin sont donnés par des proches aidants. Croyez-vous pas là, qu'il y aurait lieu qu'il y ait un genre de reconnaissance de ce rôle-là? Je ne sais pas si quelqu'un veut parler de ça. Bien, moi, oui, certainement. Et je dirais que c'est lorsqu'on a des besoins, là, comme sur le plan médical, par exemple. La difficulté qu'on a souvent à être l'intermédiaire entre la personne qui est concernée, en l'occurrence ma mère, et soit les services de médecins ou autres. Oui, mais vous faites quoi? Bien, je suis sa fille et sa répondante. Mais il faut quasiment que j'ai un papier. Qui vous... Ah, ouais? Oui. Ah, ben là, là, vous me surprenez. Oui. Vous êtes avec votre mère, là, puis la personne qui intervient, là, ou la personne exige, mais demande pour être sûr que vous soyez bien identifié comme tel dans votre relation. Ça. Moi, la chance que j'ai, c'est que maman est lucide. Elle peut, elle, dire oui, je lui donne carte blanche et ainsi de suite. Mais si elle ne l'était pas, il faudrait quand même que quelqu'un parle pour elle. Bon. Monsieur Jobin, vous vouliez réagir? Oui, c'est épouvantable la paperasse que ça prend. Il me semble pour les personnes âgées, on est rendu à 75, même 78, 80. Le paquet de paperasse qu'il faut faire pour... Parce que moi, je suis obligé de répondre pour elle. Après un contrat d'inaptitude, il a fallu que je fasse homologuer ça. C'est tout un paquet d'histoires, puis présenté dans les institutions, ça prend encore le contrat d'inaptitude. Ça prend un paquet de paperasse. Moi, je suis content, je remercie parce que j'ai capable de le faire. Okay. Mais il y a des personnes âgées qui ne sont pas capables de le faire. Ça prend le fils, ça prend les enfants, ça prend les voisins. Je trouve que ça n'a pas de sens. D'autres réactions à ça? Moi, j'ai pas eu de difficulté. J'ai une procuration générale, notariée, tout simplement. Mais quand j'accompagnais chez le médecin ou peu importe, évidemment que je parlais C'était pas à qui que vous étiez la répondante de cette personne-là? Effectivement, oui. Bon. Mais au-delà de ça,
bon, on est toujours tourné vers le gouvernement, puis on se dit toujours, bien, le gouvernement, faudrait qu'il nous aide. Est-ce que présentement, l'aide que vous avez, bon, évidemment, il y a des services qui viennent des associations et des organismes, puis le but des émissions qui ont été enregistrées là, et qui sont diffusées, c'est dans le but d'aider et de faire connaître ces organismes-là. Mais est-ce qu'on a d'autres attentes concernant, je ne sais pas moi, le gouvernement, comment est-ce qu'il pourrait nous aider plus? Je sais qu'il y a des crédits d'impôt à un moment donné qui sont donnés, mais est-ce que ça c'est suffisant? Est-ce que ça vous aide? Bien, moi, je trouve que c'est certain que c'est à la goutte. C'est certain, c'est à la goutte. Comme cette année, on avait fait une demande, puis le gouvernement nous a refusé. Pourquoi? Apparemment que ça prend un certain laps de temps. Admettons qu'on déclare. Là, on a été voir le médecin de famille, on a rempli des papiers puis tout ça. Mais c'est au moment de la déclaration. Là, on peut revenir un an en arrière, mais c'est difficile. Il accepte plus ou moins ça. Mais qu'est-ce que c'est que le gouvernement pourrait faire? C'est arrêter de couper dans ces services-là. Parce que nous, notre médecin l'a demandé au début de janvier, puis on a commencé à avoir de l'aide seulement en avril. Fait que le délai entre le besoin, parce qu'on ne le sait pas avant qu'on va avoir des besoins, le délai entre le besoin puis le service est trop lent. Ah bon? C'est parce qu'il y a trop de coupures, le gouvernement fait trop de coupures, il coupe partout, donc ça manque de ressources pour venir en aide, surtout qu'ici dans Port-Neuf, c'est une grande population de personnes âgées. C'est ce que le gouvernement peut faire pour nous, c'est certain, en arrêtant de couper dans ces services-là essentiels. C'est évident, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. 80 là, des services là, qui sont donnés aux personnes qui en ont besoin, c'est les gens qui sont proches aidants. Ce sont des gens proches qui s'occupent d'un parent, d'un conjoint, d'un frère, d'une sœur, d'un parent. Et ça... Bon... Et là, la reconnaissance comme telle et l'aide du gouvernement, bon, ce que vous semblez dire, c'est que ça pourrait être mieux. Mais dans Port-Neuf, là, il existe des services. Oui. Est-ce que vous êtes au courant, au moment où on se parle, des services qui existent? Si oui, est-ce qu'il y en aurait d'autres à ajouter dans Port-Neuf? Peut-être une question vaste, là, mais... Il y a l'Association des proches aidants de la région de Port-Neuf. Bon. Il y a les gens du CLSC. Il y a différentes organisations, je pense au Halo, entre autres, qui donnent des services. Mais est-ce qu'on en aurait besoin d'autres? Est-ce qu'il y aurait besoin de nouveaux services à votre attention? C'est certain que quand on est dans le besoin, on les connaît, les services qu'on a besoin. Mais à mesure qu'on est proche aidant, qu'on avance, c'est là qu'on voit nos besoins. Là, c'est certain qu'au début, on est tellement content d'avoir des services qu'on ne peut pas envisager... on se contente de qu'est-ce que c'est qu'on a, finalement. Mais ce qui semble y avoir comme problème, là, vous me direz si je me trompe, c'est elle est où la porte d'entrée pour obtenir ces services-là? Admettons là, que vous êtes dans une situation de proche aidant, bon, vous êtes rendu épuisé. Votre référence, j'imagine, c'est M. Jobin, c'est... Travailleuse sociale. Ah, les travailleuses au CLSC, appelez au CLSC, travailleuse sociale. Eux autres vont faire une évaluation de la personne qui est malade, puis ils vont vous diriger vers les bons endroits. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de travailleurs sociaux dans Port-Neuf pour répondre adéquatement? Ça, je ne peux pas vous répondre à ça, mais je sais que moi, j'ai pas eu de problème avec eux autres. Vous n'avez pas eu de problème dans les délais? Pas en tout. J'ai pas eu besoin d'aller les voir puis discuter avec eux autres souvent. J'ai parlé aux travailleurs sociaux, puis ça a marché. Moi, ça a été comme ça. Là. Ça moi aussi, ils sont venus chez moi, puis évaluer. Puis ils m'ont offert beaucoup de services. Puis je me suis dit, je vais prendre le principal, parce que je sais que plus tard, je vais avoir besoin d'autres choses. Ah bon? Alors, je me garde des ressources. Vous voulez absolument garder la relation parce que ça va peut-être à un moment donné servir. Oui, parce que je sais que je vais en venir là. Bon. Oui, M. Jobin? J'ai un exemple. Moi, ma femme est à l'Enfant Jésus. Elle a fait son ACV. Le travailleur social de l'Enfant Jésus, je l'ai rencontré. Lui, il a étudié mon cas, étudié son cas à elle. Et puis, après ça, il m'a transféré à la travailleuse sociale de Port-Neuf. Puis, ils m'ont fait faire un choix. Puis, la travailleuse sociale de Port-Neuf s'est occupée de mes choix. Puis, j'ai pas eu tout s'est présenté de la bonne façon. Bon.
Donc, oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Madame? Moi, je viens de me rendre compte qu'un besoin, un grand besoin que j'aurais, en tout cas de ma part, c'est que j'aimerais ça qu'une fois par semaine, au moins, il y aurait une infirmière du CLSC qui viendrait à la maison. Seulement, nos inquiétudes qu'on vit auprès de notre personne qui est malade, là, puis qu'on a de la misère à rejoindre notre médecin de famille pour avoir des rendez-vous, bien, si l'infirmière venait une fois par semaine prendre la pression puis nous sécuriser... Vous sécuriser, répondre à vos questions ça concernant la personne que vous aidez. Bon. Je me sentirais plus rassurée. Je suis proche aidante pour ma mère, Léa Fallu. Elle a 102 ans et je suis avec elle depuis 6 ans à domicile. Je la garde à la maison avec moi, mais je m'occupe d'elle depuis environ 12 ans. Lorsque j'ai besoin de répit, j'ai établi depuis 2 ou 3 ans un réseau de personnes parmi des amis ou dans la famille très large, neveux, nièces. C'est des personnes qui viennent me donner 3-4 jours ou des fois une semaine pour que je puisse prendre une petite vacance. Maintenant, qu'est-ce que j'attends d'eux? J'attends que maman soit bien avec eux. La première chose, il faut que maman les accepte. Elle est lucide et si pour une raison ou une autre, ça ne va pas, je sais qu'elle va me le dire et ce sera plus difficile après d'avoir un répit. Mais ce que j'attends d'eux surtout, c'est qu'ils prennent soin de ma mère. Et que les repas soient à l'heure, ces médicaments bien administrés, que l'entretien de base soit fait. Il faut pas trop être exigeant. Je ne veux pas, ils viennent pas chez nous là, pour faire mon grand ménage, ils viennent pas chez nous pour faire des tâches. C'est prendre soin de ma mère. C'est lui donner à elle un petit répit. Parce qu'elle aussi, des fois, ça lui fait du bien d'avoir une autre personne que sa fille dans le paysage. Et habituellement, quand je reviens, elle est contente de sa semaine. Et elle a presque hâte au prochain répit. Mais accepter qu'une autre personne rentre dans ta maison et de ne pas retrouver les ustensiles au même endroit, c'est pas grave. De pas... qu'il y a eu des petits changements ou que les choses aient été faites différentes, c'est pas grave non plus. L'important, c'est est-ce que maman était bien pendant ce temps-là? Est-ce qu'elle a eu des bons soins? Et moi, je peux me dire, si ça c'est comblé, j'ai eu une vacance où j'étais pas inquiète de ce qui se passait à la maison. La personne qui était là était sûre, était responsable. Lorsqu'on parle de ces sujets, relations proches aidants, aidés, bon, pour plusieurs, j'ose penser qu'on découvre un nouveau monde, on découvre une réalité qui est très présente, mais qu'on ne voit pas. Et moi, j'aimerais ça, là, qu'on puisse profiter de votre expérience comme proche aidant. Et puis là, l'idée, c'est pas d'être moralisateur, c'est pas ça du tout. On essaye de démystifier cette problématique-là. Et je vous demanderais, là, peut-être pour conclure, parce que le temps avance, puis la discussion est intéressante, mais si on veut vraiment profiter de vous, là, fort de votre expérience, là, si vous aviez à revivre la même situation, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous auriez des recommandations ou des conseils à donner aux gens qui nous écoutent? Pardon. Demander de l'aide tout de suite, pas attendre. Donc, ça, là, hein, c'est fondamental au point de départ. Oui. Lorsqu'on devient en relation avec une personne à aider, demander de l'aide. Oui. Moi, je dirais, tout dépendant de la maladie, du diagnostic, d'aller chercher de l'information concernant ce diagnostic-là, concernant la maladie. Okay. Donc, il y a de l'information. De l'information, absolument.
Après ça, appeler au CLSC, puis essayer d'avoir un rendez-vous pour avoir de l'aide, de ne pas attendre, d'être épuisé. Pour établir un certain bilan et en comptant sur la personne, les personnes, eux et elles pourraient vous orienter vers d'autres services qui pourraient là, vous soutenir. Monsieur Jobin? Moi, c'est pas le même problème parce que moi, c'est arrivé au CLSC tout de suite, c'est en allé dans le CLSC tout de suite. Et je conseillerais aux gens qui sont comme ça, qui ont des personnes à la maison, de venir se renseigner. Venir dans nos... Je veux pas vendre mon affaire là, de proche aidant, mais tout simplement venir, qu'ils viennent au souper avec nous autres, ils vont avoir des renseignements qu'ils vont avoir besoin, puis pas attendre. Ne pas attendre d'être rendu au bout du rouleau pour se servir de ça. On l'a, l'outil. Et les travailleuses sociales vont s'en occuper des cas. Je m'occupe de mon mari depuis 6 ans. Il a fait une hémorragie cérébrale. Il a paralysé du côté gauche. Oui, il m'a fallu 4 ans avant de demander de l'aide parce que je me disais, je suis bonne, je suis capable. Mais par contre, je me suis cassé une épaule. Et mon mari s'est cassé un bras. Alors là, j'étais dépourvue, je savais plus où m'adresser. Puis, j'avais déjà été au souper des proches aidants. Puis là, j'ai vu que je pouvais avoir de l'aide. Alors là, j'ai dit, j'en peux plus. Je suis épuisée, puis je pouvais pas en prendre soin comme j'aurais voulu. Alors, j'ai appelé au CLSC. Puis, on m'a envoyé quelqu'un pratiquement tout de suite pour évaluer. Et ça n'a pas pris de temps, là, j'ai eu de l'aide. Mais aussitôt qu'il est sorti de François Charon, j'aurais dû demander de l'aide. Je ne me serais pas épuisée. Puis j'aurais eu, même on m'offre de l'aide encore plus que j'en demande présentement. Mais je me dis, je me garde des ressources parce que je vais en avoir besoin un peu plus tard. Madame? Bien, c'est tout, ça revient à ce que les autres ont dit. C'est ça, c'est demander de l'aide, identifier nos besoins, demander de l'aide, s'informer. Et l'association des proches aidants avec des conférences qui touchent toutes sortes de points, c'est une petite mine d'or, ça, pour nous. Et je pense que le plus difficile, c'est lourd, le CLSC. En région, souvent, ça fonctionne mieux qu'en ville. Ouais. C'est plus lourd en ville. Moi, j'ai vécu l'expérience d'essayer d'ouvrir un dossier à maman, mais si maman n'a pas besoin des services immédiatement, il referme le dossier. Bon. Puis quand on en a besoin, ben là, il faut recommencer le processus de réouvrir et de... Alors... moi, cet hiver, maman, fallait qu'elle voie un médecin. Et ça faisait 4-5 jours que j'essayais d'avoir un rendez-vous, de consulter, d'avoir quelque chose. En bout de ligne, j'ai appelé l'infirmière du CLSC. Et puis, elle m'a dit, « Qu'est-ce que vous attendez de moi? » J'ai dit... que vous me trouviez, orientez-moi vers une solution. Et la seule solution qu'elle a trouvée, elle m'a dit, ben, allez à l'urgence. Bon. Ben, ça, je me suis dit, si c'était plus facile dès le début, 5 jours avant, là, si j'avais pu consulter, peut-être que maman n'aurait pas été hospitalisée. Bon. Donc, il y a la question de l'accès. L'accès, puis quand c'est ponctuel. Ouais. Une personne qui a besoin d'une base continue de service, il s'installe, puis je pense que c'est bien. Mais quand le besoin arrive de façon ponctuelle, les ressources ne sont pas toujours là. Plus difficile. Vous, madame, vous auriez... Oui. C'est certain. Nous, on avait été... une demande avait été faite par le médecin de famille de ma mère. Puis, c'est certain que ça a tardé avant que le CLSC nous contacte. Mais dès que le CLSC nous ont contactés, c'est certain qu'il y a des besoins spécifiques qui ne peuvent pas toujours combler immédiatement. On est en attente continuellement. Mais
moi, je trouve que le CLSC, c'est certain, quand on demande de l'aide du CLSC, vous en avez. Il veille à nous procurer les services. Et j'ose penser que ça devient la référence pour obtenir de l'aide aussi de d'autres organisations. Oui, il nous apporte de l'information. On s'en va vers une reconnaissance légale du proche aidant. À ce moment-là, vous comprenez, quand ça va nous aider que les premiers en tête dans la province nous reconnaissent légalement dans les documents. À ce moment-là, l'information, ça va nous soutenir davantage. Mais on fait beaucoup de démarches, on fait beaucoup d'informations. On a quand même de l'aide, sinon on ne serait pas là aujourd'hui à se développer et ça va bien comme organisme aussi. Alors, le plus difficile, c'est de comprendre. Une fois qu'on a compris ça, bon, là, on va, selon les situations, selon les problématiques qu'on rencontre, là, on va dire, ah, hein, qu'est-ce que je fais avec ce problème-là? Comment je règle ça? Alors là, dans un groupe d'entraide comme les Roseaux, bien là, on peut demander. C'est moins gênant de demander à quelqu'un qui est dans notre situation, « As-tu déjà vécu telle chose avec? » que d'en parler à une intervenante ou un intervenant. Des fois, c'est gênant un petit peu de dire ben, je me suis choqué. Si j'ai dit que je me suis choqué, je passe-tu pour un marâtre? Pourtant, ça fait partie de la vie. Mais on perd patience, puis des fois, on ne sait pas pourquoi, puis bon. Alors, l'entraide nous permet justement de trouver des pistes de solutions qu'on doit essayer. Il n'y a pas de formule miracle, il n'y a pas de recette miracle, mais telle personne a essayé ça, puis ça a fonctionné avec son conjoint ou sa conjointe. Bon, bien, tu l'essayes. On dit que c'est 80 % de la tâche qui est assumée par le proche aidant. Ça, c'est une statistique, là, je veux dire, provinciale. Donc, c'est beaucoup, là, 80 % des soins, 80 % de l'accompagnement, que ce soit pour les visites, les visites médicales. Donc, 80 % des besoins de la personne aînée sont assumés par le proche aidant. C'est beaucoup. Effectivement, et on sait que ça va aller en grandissant parce que la population vieillit, donc il va y avoir encore plus de proches aidants. Et si on veut maintenir la personne à domicile, on est tous proches aidants à un moment donné dans notre vie, là, je veux dire, nos parents ou notre conjoint ou quoi. Donc, il faut s'habituer à demander, dans le fond, de l'aide, à bien s'entourer, pour pouvoir, dans le fond, maintenir la personne aînée le plus longtemps possible. Je pense que c'est de rendre peut-être plus facile l'accès à l'aide. Parce que souvent, c'est ça, c'est qu'on rentre, on est fatigué déjà d'aider. Il y a de la paperasse. Souvent, c'est ce que les gens viennent nous dire. Il y a beaucoup de documents à remplir. Il y a beaucoup de rendez-vous à souvenir. On voit différents intervenants, on ne les connaît pas. Je pense que ce qu'il faut, c'est d'avoir quelqu'un qui, du début jusqu'à la fin, soit capable de nous tenir la main et de nous poser la question, est-ce qu'on a besoin d'aide? C'est ce qu'on tente de faire, nous, ici. Est-ce qu'on est capable de vous aider? Comment est-ce qu'on peut le faire? Je pense que si les gouvernements étaient capables d'injecter de l'argent pour avoir des ressources qui seraient capables de faire ça, on serait content. Pour l'instant, c'est ça. On se débrouille avec les moyens du bord et on essaie de faire du bon, mais là, présentement, c'est ce qu'on manque. Il manque de soldats, on va dire. Ben ouais, c'est ça, de soldats, mais c'est ça, c'est pas si simple, c'est ça. Puis des fois, on se décourage juste parce qu'il faut remplir 3 questionnaires. Mais ils sont simples. Une fois que c'est fait, c'est terminé, on n'a plus besoin de rien faire. Mais des fois, il y a une lourdeur pour avoir de l'aide. Une plus grande implication, j'accuse personne, là, plus grande implication au niveau social que de plus grand partenariat, OK? Pour être capable, parce qu'il y a une grande réalité. Il y a toutes les questions de stigmatisation, hein? On pose, ben moi, mon Dieu, parle-moi pas d'Alzheimer, je garde ça de loin. Sauf que moi, en sensibilisant le public, ça va sensibiliser les gens sur quand que tu es un ami qui vit l'Alzheimer, peut-être d'appeler la prochaine heure. Avez-vous besoin d'1 heure, 2 heures pour vous libérer? Ça m'a été traduit clairement par les proches aidants. C'est dans ce sens-là, nous, comme j'ai dit, nos projets sont récurrents, ils terminent fin mars, ça va être renouvelé. Il n'y a pas de problème là. Mais si se réunir ensemble
pour répondre à un besoin collectif, entre autres, parce que quand on est capable de se réunir et travailler collectivement, on contribue à toute la question de maintien à domicile. Parce que, encore là, c'est le proche aidant qui paye le prix très souvent. Et les statistiques démontrent que 63 des proches aidants meurent avant les personnes aidées. Puis moi, j'inviterais les gens à venir, de ne pas se gêner. C'est le premier pas qui est difficile à faire, mais une fois que c'est fait, on est content et les gens nous adoptent après. Parce que ce que j'en retiens de notre discussion, là, c'est que être proche aidant, c'est une réalité à laquelle on aura possiblement tous à faire face un jour ou l'autre. Je retiens aussi que lorsqu'on est engagé dans ce processus d'aider une personne qui est proche de nous, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour éviter qu'on devienne, nous aussi, en problème. Oui. Je retiens que lorsqu'il y a des diagnostics ou lorsqu'on identifie un problème, de ne pas hésiter pour s'informer sur cette réalité-là et que peut-être qu'on pourrait, au-delà d'une reconnaissance qui pourrait vous amener plus de moyens, il reste que dans les moyens existants, il y aurait peut-être à assurer la présence de personnes comme une infirmière, par exemple, d'une façon plus assidue pour se rassurer, pour être en mesure de constater qu'on est dans le bon chemin et qu'on a qu'on est dans la bonne voie et qu'on aide vraiment la personne. Oui. Et enfin, de ne pas hésiter à parler de notre situation à notre entourage et aussi de s'impliquer ou du moins de profiter des services qui existent et qui peuvent vous être référés soit par l'Association des proches aidants de Portneuf ou soit par le personnel ou les personnes que vous rencontrez pour vous aider. Alors, moi, là, je voudrais vous dire un gros merci pour votre participation à cette émission. Donc, Mme Lucille Fortin, Mme Lise Dion, M. Jean-Guy Jobin, Mme Esther Leblanc, je m'excuse, et Mme Solange Fortin. Alors, merci et espérons que les gens qui nous ont écoutés vont avoir retenu le message et qui vont profiter des services qui sont à leur disposition. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir.